Donc, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir pour le webinaire live présentation de la génétique médicale. Donc, ce soir, je m'appelle Océane Coudrieux et je suis la présidente de la SIGF. Et ce soir, on a la chance d'être accompagnés de 4 intervenants qui vont se présenter. Je peux commencer si vous voulez. Léa, tu peux commencer, on va faire dans l'ordre. Ok, salut, moi c'est Léa Vérune, du coup j'ai commencé en mai un poste d'assistante à l'Institut Curie en oncogénétique et à partir de novembre je serai chef de clinique à Curie du coup. Moi, c'est Alicia Couder. Je suis interne en génétique médicale aussi, donc au CHU de Grenoble, et je suis actuellement en interchu à Paris et en FST. Bertrand Chénaud, je suis assistant hospitalier universitaire au CHU de Toulouse. Et Jean-Marie Rabel, je suis assistant hospitalier universitaire à Nancy, à la fois au laboratoire de génétique médicale et avec également une activité dans le service de génétique clinique. Et donc, il y a également Alice, qui est la vice-présidente communication de la SIGF, mais qui a quelques soucis et qui nous rejoindra en cours de route, qui a des soucis informatiques. Donc, tout d'abord, on va présenter la SIGF en quelques mots. Donc, la Société des internes et jeunes généticiens de France a été créée en 1995, en parallèle avec la création de notre belle spécialité. Donc, on représente et on défend les intérêts des internes et jeunes généticiens en France. On a de nombreuses actions, notamment d'accueil des néo-internes, organisation de diverses soirées de parrainage et également des prix et concours durant l'année et formation et accompagnement de tous nos internes. Donc, bonsoir, Alice a pu nous rejoindre. Donc, bonsoir. Je lui passe la main pour le reste de la présentation. Alors, moi, je suis interne en génétique, donc je vais vous présenter rapidement en quoi consiste l'ASP. Donc, il y a vraiment deux aspects hyper intéressants, donc à la fois la clinique et à la fois le laboratoire. Donc, en clinique, ça va être tout ce qui est l'activité de consultation, de conseil génétique. Il y a aussi la partie phétopathologie, mais ça, c'est un petit peu une surspé de la spécialité et on vous en parlera tout à l'heure, notamment Alicia vous en parlera plus en détail. Le laboratoire, donc c'est tout ce qui est cytogénétique, donc en gros l'étude des chromosomes et la biologie moléculaire ainsi que la bioinformatique qui là ça va plutôt être l'étude de l'ADN si vous voulez. La partie clinique, donc quand on reçoit un patient, on commence comme dans beaucoup de pays par l'examen clinique, l'interrogatoire. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en génétique, on n'examine plus les patients et on les voit plus, mais en fait, si, c'est une grosse partie de l'exercice. Ensuite, on prescrit les analyses génétiques, donc ce qui introduit ensuite les consultations de rendu de résultats. Et à ce moment-là, on va coordonner la prise en charge du patient, voir s'il y a besoin d'une prise en charge adaptée avec d'autres praticiens et mettre en place des consultations de suivi à distance, éventuellement pour revoir les patients. Au laboratoire, donc on se charge de réceptionner tout ce qui est information et prélèvement afin de pouvoir faire les examens adéquats dessus et d'interpréter ensuite les données. Et on rédige un compte-rendu, donc avec les techniciens de laboratoire, on travaille en équipe, que ce soit en cytogénétique ou en biologie moléculaire. Et ensuite, on rend les résultats au prescripteur qui, lui, va les rendre aux patients en consultation. Donc, en génétique, on travaille avec beaucoup d'autres spécialités et avec beaucoup de professionnels. Donc, les praticiens hospitaliers que vous connaissez. Il y a aussi les conseillers génétiques en génétique qui font également des consultations. Donc, des consultations assez simples en général. Ça peut être en prénatal ou chez l'adulte également. Il y a tout le personnel paramédical et puis les psychologues. Donc, on travaille beaucoup avec eux, notamment dans les consultations de rendu de résultats, ils ont un rôle vraiment hyper important. Et puis ensuite, pour la prise en charge des patients après le résultat et pour les familles également. Les chargés de parcours génomique, c'est toutes les personnes qui coordonnent la prise en charge autour du plan France Médecine Génomique, donc tout ce qui va être la prescription de génome. Et ensuite, les infirmiers, secrétaires et étudiants, comme dans les services un peu plus classiques, si je puis dire.
Du côté laboratoire, on va retrouver les bioinformaticiens. Donc ça, je pense aussi qu'on vous en parlera un petit peu tout à l'heure avec la FST. Et puis les ingénieurs techniciens avec qui on fait beaucoup de réunions, on discute de nos données et ça nous permet de travailler en équipe encore une fois. Et on travaille énormément en pluridisciplinarité avec d'autres spécialités. Donc, par exemple, lors des réunions pluridisciplinaires pour discuter de certains cas qui peuvent être un petit peu compliqués, on a besoin de l'expertise de nos confrères et nos consoeurs. Il y a aussi toutes les associations de patients. Donc ça, c'est hyper intéressant pour nos patients puisque souvent, ils ont des maladies rares. Et donc, c'est compliqué d'avoir nous-mêmes dans notre patientèle des patients qui présentent la même pathologie. Donc ça, c'est hyper intéressant d'échanger avec eux. Et toutes les filières maladies rares également. Alors, l'internat de génétique, il se déroule en 4 ans. La première année, c'est la phase socle qui dure 1 an. Donc, on fait, peu importe l'ordre, soit au départ un stage clinique, donc avec des consultations, comme je vous ai dit tout à l'heure, et ensuite un stage au laboratoire, donc soit en cytogénétique, soit en biologie moléculaire, ou alors les deux couplés, ça dépend un peu des CHU. Peu importe, on peut commencer par le laboratoire ou par la clinique, ça n'a pas d'importance. Ensuite, en phase d'approfondissement qui dure 2 ans, il y a à nouveau 2 stages obligatoires, donc la même chose, un stage en consultation, en clinique, et un stage en laboratoire. Généralement, les internes passent au laboratoire dans le stage qu'ils n'ont pas fait en phase socle. Donc, par exemple, s'ils sont passés en cytogénétique, c'est le moment de passer en biologie moléculaire. Et ensuite, il y a 2 stages libres. Donc, en génétique, ce qui est très encouragé, c'est de faire des interchus. Donc, c'est-à-dire d'aller faire des stages dans d'autres CHU que notre CHU d'origine. Et puis, on peut faire des stages libres. Si, par exemple, l'oncogénétique nous intéresse, on peut aller en stage en oncologie, par exemple. Enfin, c'est une maquette quand même assez libre. Et c'est aussi pendant cette phase-là qu'on va faire les FST, donc les formations spécifiques transversales, mais ça, on vous en parlera juste après. La phase de consolidation, donc c'est la phase de docteur junior. Elle dure 1 an également. Donc, soit vous faites 2 stages de 6 mois dans une sous-spécialité qui vous intéresse pour la suite de votre exercice, soit vous faites un stage d'1 an. C'est à votre choix. Pendant toutes ces 4 années, vous pouvez faire des diplômes universitaires ou des diplômes interuniversitaires qui vont vous permettre éventuellement de vous surspécialiser par la suite pour votre exercice. Par exemple, vous pouvez faire des DU de cardiogénétique si vous aimez la génétique de l'adulte, que vous avez envie de faire de la cardiologie par la suite, ça peut être hyper intéressant. Ou alors pour vous orienter un peu plus en clinique ou en labo. Le Master 2, donc c'est 1 an d'internat supplémentaire. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment aussi encouragé dans l'internat de génétique, que beaucoup d'internes font, et généralement pendant ou juste après la phase d'approfondissement. Tout ça, ça reste bien sûr optionnel. C'est ce qui est marqué sur la diapo. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire des DU, des Master 2 et des FSTC à votre choix. La formation, alors on est une toute petite spé, on est entre 20 et 25 internes par an à l'issue de l'ECN. Donc les semaines de cours, elles sont nationales. Elles sont organisées 2 fois par an. Donc en général, c'est en novembre et en juin. Les phases socles sont souvent en même temps que les docteurs juniors. Donc là, vous avez toutes les dates pour l'année 2024-2025. La plupart du temps, les cours sont à Paris, sauf pour donc, les phases d'approfondissement, c'est à Nantes. Et à Nantes, il y a des consultations simulées qui sont mises en place donc, pour nous entraîner à faire des consultations un petit peu comme des échos, en fait, avec des situations un peu plus difficiles à gérer et pour nous entraîner à ça. Donc, les FST, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les formations spécifiques transversales, donc on fait pendant la phase d'approfondissement. Ça rajoute 2 semestres, donc 1 année d'internat. Alors, elles sont totalement facultatives, vous n'êtes pas obligé d'en faire. Il y a 3 FST dites d'intérêt pour la génétique médicale, donc la phytopathologie, dont Alicia vous parlera un peu plus en détail tout à l'heure. La bioinformatique médicale et la génétique et médecine moléculaire bioclinique. Il n'y a pas d'option dans le DES de génétique. Je sais qu'il en existe dans certaines autres spécialités, mais pas dans notre DES. Voilà, les FST, moi personnellement, j'en fais pas encore, donc je ne peux pas énormément en parler en détail. La SIGF organise plusieurs événements tout au long de l'année. Donc déjà, il y a la soirée de bienvenue en novembre pendant la première semaine de cours. Donc comme je vous disais, on est souvent avec les docteurs juniors, donc ça permet de rencontrer des internes un peu plus avancés dans le cursus et comme ça d'avoir un peu plus d'informations sur le déroulement de l'internat, sur les formations optionnelles, donc les DU, les FST, etc. Donc c'est assez sympa.
On a aussi la soirée de parrainage, donc ça, c'est plutôt pendant les congrès en janvier, par exemple, ou alors en juin pendant la semaine de cours. Donc, on rencontre la personne qui sera parrain ou marraine de notre promotion. Tous les mois, on a les 3e jeudis à Necker, donc sur des thèmes différents, avec des conférences différentes, où l'après-midi, les internes, en général, présentent des cas cliniques, des situations cliniques qu'ils ont rencontrées dans leur service. Et jusqu'à présent, c'était souvent en distanciel, mais maintenant, ça tend à revenir en présentiel. Donc, c'est à Necker, à Paris, les 3e jeudis de chaque mois. Donc, c'est assez sympa pour s'informer et apprendre pas mal de choses sur plein de thèmes différents. Et puis, ça vous permet aussi de vous entraîner à partager des cas cliniques en petites conférences et en assez petits comités. Il y a les assises de génétique humaine, donc 1 an sur 2. Et l'autre année, c'est le séminaire de génétique clinique. Donc, c'est des congrès qui sont sur plusieurs jours en France. Donc, c'est vraiment hyper intéressant et ça permet de tous se retrouver entre internes et d'avoir une bonne formation. On a aussi le congrès européen de génétique tous les ans, donc des endroits différents chaque année. Et on retrouve aussi beaucoup de congrès locaux, régionaux et à thème en France. Avec la ICGF, on organise en général à chaque événement, à chaque congrès, des soirées de façon à faire des événements en commun pour tous se connaître, se rencontrer et échanger autour des congrès. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, que ce soit sur YouTube ou Facebook, Instagram. On prendra le temps d'y répondre. Et maintenant, chacun à leur tour, nos différents intervenants vont présenter un peu leur parcours et ce qu'ils font tous les jours. Donc, on va commencer par Alicia. Oui, donc moi, je suis la seule à être encore interne et pas à HU, mais je suis aussi la seule à faire de la phétopathe. Donc, je vais vous parler un petit peu de cette activité-là. Juste pour refaire rapidement mon parcours, j'ai terminé ma phase d'approfondissement. J'ai aussi fait un Master 2. Et donc là, je suis dans mon 2e semestre de la FST de phétopathologie, donc dans mon 2e stage de 6 mois. Et moi, mon temps, il est plutôt partagé entre la génétique clinique, je dirais classique, et la phétopathe. Donc, il y a une spécialité qui a pour but d'expliciter, ou en tout cas d'essayer d'expliciter les causes de ce qu'on appelle les échecs de conception, donc tout ce qui va être fausse couche, mort fœtale in utero, les interruptions médicales de grossesse quand on détecte un problème en anténatal, et même parfois les décès néonataux qui sont très précoces, donc avant le 8e jour de vie. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir trouver les causes en faisant l'examen du fœtus et du placenta pour pouvoir prévenir la récidive si c'est possible et adapter le conseil génétique quand on est face à des pathologies d'origine génétique ou même parfois de cause obstétricale. Et donc, pour la partie clinique, je fais plutôt des consultations qui ont quand même une valence prénatale, même s'il y a aussi parfois des consultes génétiques orientées maladies rares plus classiques, avec des avis en pédiatrie. Et donc, je participe aussi beaucoup, comme tous mes collègues, je pense, à pas mal de réunions de RCP, et dont une qui a une valence prénatale forte, qui est le CPDPN. Et pour toute la partie phétopathologie, l'essentiel de l'activité, ça va être de réaliser les autopsies des fœtus, de faire ensuite l'examen macroscopique des organes et du placenta. Et puis après, il y a toute une partie analyse histologique des prélèvements qu'on a réalisés et interprétation du bilan d'imagerie aussi. Donc, ce qui est sympa en phétopathe, c'est que c'est une spécialité qui est hyper transversale. Il y a 3 spécialités qui exercent à l'heure actuelle majoritairement en phétopathe. C'est les obstétriciens, les anatomopathologistes et les généticiens. Parce qu'il faut avoir plein de connaissances dans tous ces domaines-là. Et donc, c'est pas mal que les généticiens puissent trouver une place au sein de la phétopathe, même si on n'est pas une grande majorité à l'heure actuelle. Voilà. Merci beaucoup, Alicia. Juste une petite question, donc par rapport à ta formation, est-ce que tu trouves qu'il y a un moment précis où il est bien de faire la FST durant le parcours? Alors moi, mon avis, il est un peu biaisé parce que j'ai pu la faire que tardivement, ma FST, mais je pense que c'est pas mal d'attendre et de pas la faire trop tôt, justement à cause du fait qu'il y ait quand même pas mal de connaissances transversales à maîtriser.
Donc le faire assez tôt dans l'internat, ça rajoute une difficulté supplémentaire, je pense. D'autant plus que, alors je parle pour la FST de Phétopathe, je ne sais pas pour les autres FST, mais le programme des cours dans celle-ci, il est vraiment très dense. Donc si c'est sur l'année de la thèse et tout ça, ça me paraît quand même difficile à gérer. Donc moi, j'ai attendu d'avoir tout terminé, master, thèse et tout le bazar, pour pouvoir me dire je me lance en FST et je suis tranquille. Et je pense que c'était un choix plutôt pas mal finalement. D'accord, merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions pour Alicia, n'hésitez pas à les marquer dans le chat. On reprendra un peu les questions après que tous nos intervenants aient parlé. Et si vous avez des plus longues questions aussi, vous pouvez nous les envoyer par mail grâce au formulaire sur notre site et on transmettra à Alicia et aux autres. Donc maintenant, on va passer à Bertrand. Donc, bonjour à tous, enfin rebonjour. Donc, comme j'ai dit, je suis assistant hospitalier universitaire au CHU de Toulouse. Donc, j'ai fait j'ai commencé mes études de médecine à Caen, puis je suis venu à Toulouse pour faire mon internat de génétique. Je me suis tout de suite aimé le laboratoire, donc c'est vers ça que je voulais m'orienter. Mais j'aimais beaucoup le contact avec les patients et je voulais pas le perdre. C'est vrai que la génétique médicale, c'est une des rares spécialités qui le permet, puisque je peux encore avoir une partie consultation en plus de l'activité de laboratoire. Donc, durant mon internat, j'ai fait beaucoup de stages en génétique, en particulier en biogénétique moléculaire. Et j'ai fait plusieurs interchus durant mon internat, un au CHU de Nîmes et un au CHU de Grenoble, où j'ai pu rencontrer Alicia, et où j'étais sur la plateforme Oragen, qui est un des 2 grands laboratoires sur lesquels on fait du génome en France. Et donc, c'était une super expérience. Donc après, j'ai aussi fait durant mon internat la FST génétique et médecine moléculaire bioclinique, qui m'a permis d'avoir le temps d'avancer sur ma thèse. Et à la fin de mon internat, j'ai enchaîné avec un master 2 de recherche, pour lequel j'ai fait un stage dans un laboratoire à Oxford. Et là, je suis revenu en novembre et j'ai commencé une thèse de sciences dans une équipe de recherche. Et donc, comme vous avez pu le voir sur la diapo, je m'intéresse beaucoup aux anomalies du développement de l'œil. Donc, c'est mathématiques de recherche. Donc, je fais une thèse sur un modèle organoïde, donc de mini-organes qu'on fait pousser in vitro, qui permet d'étudier les étapes du développement de l'œil à partir de cellules iPS. Évidemment, dans l'activité de recherche, il y a d'autres choses, et notamment la participation à des congrès et à des séminaires où, par exemple, le mois prochain, je vais au Croisic pour le séminaire de génétique de l'Ouest, où on parlera de déficience intellectuelle, et puis le soir, on pourra aller se baigner. Il y a plein de congrès très sympas et avec plein de conférences hyper intéressantes en génétique. C'est vrai que c'est très intéressant. Enfin, c'est vraiment enrichissant. Donc ma semaine, j'ai aussi une activité d'enseignement. Je donne des cours aux 2e année de médecine, dans une UE de M1, et des surveillances d'épreuves, des corrections de copies, toutes les joies de l'enseignement. Donc ça, c'est pour l'activité universitaire, donc, qui est vraiment la moitié de mon temps. Et l'activité hospitalière est divisée entre le labo, où là, je participe à la validation des analyses, puisque je suis encore jeune généticien, je n'ai pas l'agrément, je n'ai pas le droit de signer des résultats de génétique pour le moment, mais je participe à la validation de séquençage de génome et de panels de gènes dans les anomalies du développement de l'œil, mais d'autres analyses aussi qui sont un peu plus old school, mais tout aussi intéressantes et qui ont un vrai impact sur la clinique, le Steinert, le Prader-Willi et la nutrophie spinale infantile, où, par exemple, la semaine dernière, on a pu rendre un résultat en 2 jours d'une anutrophie spinale infantile, ce qui est vraiment pas mal et qui a permis de rendre un service aux cliniciens. Et l'activité de génétique, la génétique, ça évolue beaucoup, et donc il faut toujours développer de nouvelles analyses, et c'est ça qui est intéressant aussi dans notre travail. Donc voilà, je passe quand même beaucoup de mon temps derrière un ordinateur, mais
Moi, j'aime bien ça. Et il y a une petite partie aussi clinique où 1 à 2 fois par mois, j'ai une matinée de consultation. Et puis, qui dit une demi-journée de consultation dit faire les courriers, préparer les RCP, etc. Et ça, c'est beaucoup de travail aussi. Je vois principalement des patients avec des malformations de l'œil, donc généralement des enfants, où on peut permettre de préciser le diagnostic, préciser le suivi et apporter un conseil génétique aux familles. Et puis, je vois aussi des gens un peu plus âgés avec des dystrophies rétiniennes. Donc là, c'est d'autres problématiques et c'est des adultes. Donc voilà un peu comment s'organise ma semaine, un peu coupée entre la recherche, le labo, la clinique, mais moi j'aime bien comment ça se passe. Merci beaucoup Bertrand. Donc le fait de se spécialiser en plutôt plotter labo, c'est une question qu'on a assez souvent pour la génétique. Et donc toi, tu arrives tout à fait à allier les deux. Est-ce que tu penses que c'est même possible de faire un petit peu plus de clinique, enfin si tu le voulais? Alors là, avec ma thèse, non. Avec ma thèse, je peux pas faire plus. Enfin, c'est vraiment. J'ai une thèse qui là, c'est la première année de thèse, donc c'est très prenant. Mais oui, c'est possible de faire. Il y a des médecins qui font. J'ai des collègues qui font 2 demi-journées de consultation par semaine et le reste du temps du labo et un peu de recherche en parallèle. Il y a moyen d'augmenter l'activité clinique, mais c'est vrai que là, du fait de ma thèse qui est assez prenante, je peux pas le faire, mais il y a d'autres qui le font parce que le contexte est plus favorable. D'accord, merci. N'hésitez pas à envoyer vos questions pour Bertrand et on prendra le temps d'y répondre, soit à la fin, soit en leur transmettant par mail. Donc maintenant, on va passer à Léa, qui va nous présenter l'oncogénétique, enfin l'aspect plutôt oncogénétique clinique. Salut. Du coup, moi, je suis actuellement à l'Institut Curie sur Paris. Je suis pour l'instant assistante spécialisée et à partir de novembre, ils m'ont validée, donc c'est bon. Je vais passer chef de clinique. Au niveau de mon parcours, moi, j'ai commencé par un DES d'oncologie et au cours de l'hospitalisation, d'HDJ, de consultation, il y a une question qui revenait énormément auprès des patients, c'était mais pourquoi en fait moi j'ai un cancer, pourtant je fais que je mange correctement, je fais du sport, je comprends pas. Et j'avais le peu des patients, mais avec qui je pouvais avoir une réponse pour eux, c'était ceux qui avaient une prédisposition génétique. Et donc c'est comme ça que je me suis intéressée à l'oncogénétique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la discipline tout autour des prédispositions au cancer. Et ça peut aller de l'analyse tumorale au laboratoire pour les analyses constitutionnelles et puis après, bien sûr, le côté consultation. Moi, quand il a fallu décider ce que je voulais faire une fois mon DES terminé, je savais que je voulais faire de l'oncogénétique et je voulais faire quelque chose avec uniquement de la clinique. Je pense que le labo, c'est très intéressant, mais moi, j'avais l'impression de perdre un peu contact avec le contact avec la réalité. J'avais besoin d'avoir ce contact-là avec le patient. Et donc, du coup, c'était important pour moi. Mais par contre, j'en ai pas du tout délaissé le labo pendant ma formation. Je trouve que c'est très important qu'on ait cette vision vraiment des deux côtés de la génétique avec le labo et la clinique. Par exemple, j'avais fait un stage notamment sur la plateforme Oragène à Clermont où j'avais pu faire de l'interprétation de génome pour la prédisposition la préindication oncogénétique. Et je trouve que c'est très important qu'on ait finalement les limites des examens qu'on prescrit pour savoir comment pousser au maximum ces examens. Et si on a très confiance dans ce qu'on a vu au niveau de clinique, comment trouver d'autres éléments du labo qui nous permettent de conclure. Moi, ma pratique, du coup, c'est 4 jours sur 5. Ça va un petit peu diminuer quand je vais passer CCA, mais où je fais de la consultation. Moi, j'avais envie d'être polyvalente, donc je vois vraiment de tous les cancers. Donc, la majorité de l'activité est dans tous les services oncogénétiques de France. C'est quand même ce qu'on appelle le sein ouvert. C'est la plus grosse partie. C'est quelque chose qui est important à maîtriser, puisque du coup, c'est souvent 80% d'activité. Et moi, je retrouve, comme c'est une énorme part de nos patients, on arrive à faire des cohortes assez importantes et arriver à sortir des éléments des éléments super intéressants. Et après, moi, ce que j'aime beaucoup et ce qui souvent nous est demandé en tant que généticien, c'est les choses plus rares. Donc, que ce soit de la néphro, de l'endocrino. Moi, je me suis surspécialisée en hémato.
Et puis après, il y a de la digestif. Là, à Curie, on fait beaucoup d'ophtalmo, donc tout ce qui est rétinoblastome et mélanome uvéal. Et puis, il y a l'oncogénétique pédiatrique, je pense, qui est super intéressante en tant que généticien parce qu'on a eu cette formation où on a vu beaucoup de maladies rares syndromiques et du coup, qui peuvent souvent s'inscrire dans des cancers pédiatriques. Donc, le reste de l'activité technique, ça va être la gestion des avis, que ce soit extérieur ou interne à l'hôpital, les relations avec les conseillers en génétique qui sont super intéressants et qui nous prémâchent souvent le travail et qui prennent de plus en plus d'initiatives puisqu'elles ont gagné pas mal de capacités là, dans les nouvelles lois qui sont sorties. Il y a pas mal de RCP, donc local, national et spécifique. National, ça va être celle notamment du PFMJ, on va valider des préindications oncogénétiques. Et spécifique, ça va être l'hématogénétique, par exemple, ça, RCP national, ou alors, par exemple, pour les syndromes de Li-Fraumeni, on va se voir à peu près une fois par mois. Il y a toujours un lien permanent avec le laboratoire, ce qui est super intéressant à RCP, donc surtout pour exploiter le lien entre tumoral et constitutionnel. Et là, récemment, on a fait aussi des réunions avec les psychologues, c'est super bien. On a eu pas mal de patientes avec des antécédents, par exemple, psychiatriques, et pour nous aider à approcher l'annonce d'une prédisposition. C'était super intéressant de les avoir avec nous. Et puis après, il y a tout ce qui est le suivi, puisque c'est bien d'annoncer une prédisposition, mais derrière, il faut qu'il y ait la prévention, sinon ça ne sert à rien d'avoir fait le diagnostic. Donc ça, c'est tout ce qui est réseau de suivi et les plans personnalisés de soins. À côté de ça, j'aime beaucoup l'encadrement des étudiants, donc je prends pas mal de temps pour les avoir avec moi en consultation, que ce soit les étudiants en conseiller en génétique, les externes, les internes, et on a beaucoup à Curie de personnes qui viennent juste une semaine pour valider leur DU d'oncogénétique. Donc moi, ça, c'est un truc que je trouve très intéressant, et puis même de mettre tout le monde à l'aise et qu'il y a un bien-être au travail. À partir de novembre, du coup, je vais faire quelques cours. C'est pas énorme, je crois que c'est 30 heures par an. Et puis, par contre, ça va être pas mal de surveillance d'examen, de création d'écosses, des choses comme ça. Et puis là, ce qui est super intéressant, je trouve, même avec le côté clinique, c'est les inclusions des patients dans des projets de recherche, comme Genepso, qui cherchent des facteurs modulateurs dans les prédispositions. Et puis après, du coup, la participation à des congrès séminaires, parce que c'est important d'enseigner pour les nouvelles générations, mais c'est aussi important de rester à jour pour soi-même. Donc moi, je pense que j'ai pas eu les opportunités de faire un master 2 pendant mon internat, donc je pense le faire à la fin du clinica. Et je pense qu'on a toujours le temps de faire un petit DU. Surtout qu'une fois qu'on est chef, on peut essayer d'être pris en charge en partie par l'hôpital chez qui on travaille, ce qui n'est pas le cas souvent quand on est interne. Donc voilà, et pour conclure sur le fait qu'on a, en tant que généticien, des fois, on a un peu peur de ne pas avoir notre place en oncogénétique parce que c'est beaucoup des spé d'organes ou des oncologues qui souvent font la consultation. Mais là, dernièrement, ils ont sorti une loi où toutes les conseillers en génétique doivent être sous la responsabilité de quelqu'un qui est diplômé en génétique, donc au sens ordinal, c'est-à-dire avoir le DES de génétique. Donc je pense que notre rôle va être encore plus, on va nous chercher partout, je pense. Donc, il y a du travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Léa. Donc, une petite question également. Tu as mentionné le DU d'oncogénétique. Et comme la FST, est-ce que tu penses qu'il y a un moment en particulier où il faut le faire durant l'internat, plutôt au début, à la fin? Alors, je dirais pas la phase SOC, parce que c'est vraiment le moment où on découvre toute la génétique et c'est là où on commence à se donner une idée de la surspé. Est-ce qu'on a envie d'en faire? Est-ce qu'on veut rester très général? Est-ce qu'on veut faire plutôt labo? Mais la phase SOC, c'était super pour faire le DU. Et moi, j'ai toujours réussi à coupler mes DU avec un stage qui correspond à ce que je fais pendant le DU. Et je trouve que c'est comme ça que j'apprends le mieux. Donc moi, je l'ai fait un peu avant que je parte en interchu à l'Oncopole de Toulouse, où j'ai fait que de l'oncogénétique. Donc, mais je pense que pour quelqu'un qui veut faire de l'oncogénétique, c'est essentiel de faire le DU, même s'il est cher. D'accord, merci beaucoup Léa. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Alors maintenant, on va passer à Jean-Marie. Donc, moi, je vais rebondir sur les deux dernières présentations puisque je fais de l'oncogénétique en clinique et je suis principalement en laboratoire. Donc, si on reprend dans l'ordre, je suis assistant hospitalier universitaire.
majoritairement en laboratoire, donc 80% du temps je suis au laboratoire de génétique où j'ai une activité qui est superposable à celle de Bertrand. Moi je fais principalement de l'analyse d'exomes cliniques, donc dans des pathologies neurogénétiques au sens extrêmement large, donc chez les enfants, épilepsie, retard de développement, ou chez les adultes, donc des cochonneries de maladies neurologiques, mais qui ont un âge par exemple inhabituel. Et j'ai une valence aussi un peu bioinformatique où je prends quand même un certain nombre de mon temps pour développer des outils bioinformatiques un peu sur mesure pour aider le quotidien. Ça peut être d'abord des macros Excel pour automatiser des processus, pour faciliter l'analyse de certaines données, ou des choses un peu plus complexes pour faciliter les consultations. Donc, j'ai été amené comme ça à développer une application pour faire des arbres généalogiques pendant ma thèse de sciences que j'ai pu soutenir l'année dernière, qui avait une valence très bioinformatique avec un gros travail aussi à l'Institut Curie dans de l'analyse de données. Donc ça, c'est la partie labo. Sur le plan clinique, en fait, les concours de circonstances ont fait que je me suis retrouvé dès la fin de mon internat référent de l'activité oncogénétique à Nancy. Et donc, je fais une vague de consultations par semaine. Donc voilà, donc conceptuellement, c'est possible. C'est ce que disait Bertrand, ça dépend beaucoup en fait du local, en fait, c'est-à-dire de l'activité locale, de la nécessité locale, et vous, vos capacités, enfin voilà, à le faire en fonction de votre emploi du temps propre. Donc ça, c'est possible. Moi, j'ai une demi-journée de consultation, mais la majorité de mon temps, c'est à essayer de mettre en place développer le génome en oncogénétique et puis superviser 2 conseillers en génétique. Voilà, donc ça me prend en gros un jour par semaine en moyenne. En recherche, donc je fais beaucoup de bioinformatique. Ce qui a une grosse facilité, c'est de pouvoir le glisser dans des périodes de temps, même si j'ai à peu près un jour de recherche qui est protégé par semaine. Et l'année prochaine, je m'arrête un an dans mon cursus pour faire un postdoc chez Sequence Genetics, donc il y a une entreprise de bioinformatique privée. Et l'idée après est de poursuivre, de revenir à Nancy et de poursuivre une prospective hospitalo-universitaire. Et sur le plan universitaire, j'ai aussi pas mal une charge plutôt significative avec beaucoup de cours, pas mal sur de la génétique fondamentale, mais aussi en ED de bioinformatique. Et puis j'ai voulu quand même mentionner le fait que j'ai créé un module de violence en santé. Pourquoi? Parce que c'est aussi pour vous dire qu'en fait, une fois que vous êtes dans une université, vous pouvez vous éloigner aussi de votre spé sur certaines thématiques. Et là, en l'occurrence, c'est pas lié à l'aspect, mais c'est quand même hyper transversal. On est tous plus ou moins concernés par la question. Et donc, c'est sûr que même si vous êtes dans une spécialité qui est quand même très spécialisée, ça n'empêche pas de s'impliquer dans d'autres projets comme celui-là. Voilà, je pense que c'est à peu près ça ce que je voulais dire. J'ai oublié de parler de ma formation. Moi, j'ai fait un Master 2 avant mon externat. Donc, c'était déjà fait quand j'ai commencé mon internat. J'ai fait la FST, dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui a fait Bertrand également, qui n'est pas la FST de phytopathologie ni de bioinformatique. Et puis, voilà, ma thèse de sciences en parallèle de la Citana. Voilà, à peu près. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, Jean-Marie. Donc justement, tu as abordé la question de la formation. Et est-ce que tu penses qu'il y a des DU en particulier, enfin, tu n'as pas fait la FST, mais tu penses qu'actuellement, ça pourrait être une bonne idée de faire la FST pour se former en bioinformatique? Pardon. Je pense que pour la question des DU, en théorie, franchement, la formation génétique, elle est complète. Ça veut dire qu'il faut, je pense, à mon sens, faire les DU que dans les domaines qui nous intéressent. Donc c'est vrai que par exemple, moi j'ai pu faire le DU de maladie héréditaire du métabolisme. Je n'ai pas fait en pratique celui d'oncogénétique pour l'instant. Mais bon, après, ça a à voir avec aussi les choses qu'on vous demande de faire. Pour les FST, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une dynamique locale un peu complexe qui a fait que on m'a proposé de faire la FST. J'aurais peut-être été enclin à faire la FST de bioinformatique à la place. Je pense que ça peut être vraiment une bonne chose de la faire si on a envie de rentrer un peu dans ce monde-là, sachant qu'il y a quand même aussi beaucoup de choses qui sont disponibles un peu partout. Donc, elle n'est pas diplômante au sens strict. Donc, je pense que ça peut être
ça peut être une bonne opportunité, une bonne porte d'entrée, la FST de bioinformatique, mais il faut quand même prendre en considération aussi que ça prend 1 an. Donc c'est vrai que ça peut aussi amener à rallonger l'internat. Mais je suis sûr que connaissant des personnes qui interviennent dans cette FST, je suis sûr que le contenu est de qualité. Merci beaucoup Jean-Marie. Donc la FST que vous avez fait, c'est génétique et médecine moléculaire bioclinique. Et l'autre FST dont on a discuté, c'est bioinformatique. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, que ce soit dans les commentaires ou par mail. On a une question, on a 2 questions qui sont plutôt pour Léa. Donc une première question, c'est Isor qui demande en quoi consiste le suivi exactement en oncogénétique, car le suivi pathologie est fait par l'oncologue. Alors déjà, il n'y a pas forcément un oncologue qui est impliqué, puisqu'on diagnostique des prédispositions chez des patients qui sont souvent indemnes quand on commence à faire l'enquête familiale. Et après, le suivi, ça va être par exemple quelqu'un qui est porteur d'une prédisposition en lien avec BRCA 1 ou 2. Il y aura par exemple un suivi mammaire avec un examen clinique, donc palpation mammaire tous les 6 mois, et IRM mammo plus ou moins écho. Donc, par exemple, selon les villes, en fait, le suivi est fait différemment. Il y a de plus en plus de villes qui mettent en place un réseau de suivi. Donc, finalement, quand la patiente a fait ses examens, elle nous les renvoie et on vérifie que tout va bien, ou alors on organise une consultation. Et puis, il y a certaines villes, par exemple, où tous les ans, à la restitution des examens, on va revoir la patiente pour faire l'examen, la palpation mammaire, et pour reprendre les résultats des examens qu'elle a fait, et s'il y a besoin, programmer la biopsie derrière. Et puis, comme ça, on voit aussi évoluer les patientes, parce qu'il y a des patientes, par exemple, qui au début préfèrent la surveillance, donc IRM, mammo, écho, et puis qui finalement préféreraient faire l'autre option, qui est la mastectomie préventive. Donc, on les voit évoluer, on les aide dans leur prise de décision. Et puis, avec l'âge, il y a aussi souvent d'autres choses à amener. Par exemple, avec BRCA 1 et 2, il y a la mastectomie prophylactique autour de 40-45 ans aussi à organiser. Donc, c'est ça le suivi en gros. Merci Léa. Et il y a une deuxième question d'Isor pour toi. Donc, si on veut faire de l'oncogénétique, est-ce qu'il vaut mieux faire un internat d'oncologie avec une spécialisation en génétique ou génétique avec une spécialisation en onco? Moi, ça, c'est exactement mon parcours, donc je suis un peu biaisée. Donc, pour moi, c'est de faire la génétique et se spécialiser en oncogénétique. Après, je trouve qu'avoir un background en onco, c'est super intéressant. Donc, on passe peut-être 6 mois en stage libre en onco, ça me paraît super important. Pourquoi? Parce que je trouve que les oncologues vont avoir une vision un peu limitée de l'oncogénétique. Ils vont se concentrer sur les cancers qu'ils connaissent. Donc, par exemple, dans l'équipe, on a 2 gynécologues donc, qui vont faire que des cancers sein-ovaire, un hépatogastro qui va faire du coup les cancers digestifs. Et donc, nous, on apporte un peu ce côté plus large, et on pense aussi à d'autres pathologies plus syndromiques auxquelles ils ne vont pas faire souvent. Donc, je trouve qu'on a une vision plus élargie. Et après, on connaît aussi d'autres problématiques de la génétique, comme les DPI, DPN, qui sont aussi une possibilité maintenant en oncogénétique. Je trouve qu'on a une vision beaucoup plus globale, et même s'il faut avoir un bon socle en onco, puisque je trouve ça assez important pour comprendre les chimios, pour comprendre l'intérêt théranostiques des analyses oncogénétiques. Pour moi, c'est plus valorisant et plus complet en commençant par la génétique. Mais on peut être très bon oncogénéticien et être oncologue de base. Mais voilà, c'est mon point de vue. Merci beaucoup Léa. On a une question donc, qui ne concerne pas directement ce dont on vient de parler, mais que font les conseillers en génétique exactement? Donc c'est une très bonne question. C'est vrai qu'en dehors de la génétique, on n'a pas forcément affaire avec les conseillers en génétique. Donc les conseillers en génétique ont une formation niveau Master 2. Donc d'abord une licence en sciences généralement, et ensuite un master de conseil génétique. Et ce sont des gens avec qui on travaille tous les jours, qui vont faire du conseil génétique, notamment en oncogénétique, en médecine prénatale, en diagnostic présymptomatique.
Donc, à la différence de nous, les praticiens, ils ne peuvent pas réaliser un examen clinique, mais généralement une consultation avec un conseiller en génétique. Donc, ils vont reprendre quand même un peu l'histoire familiale, faire l'arbre généalogique. Et par exemple, s'il y a déjà eu une personne dans la famille chez qui une variation a été retrouvée, ils verront les autres membres de la famille pour prescrire un examen et donner des conseils par rapport aux tests qui peuvent être faits. Et ensuite, les autres membres conseiller aux autres membres de la famille qui peuvent être impliqués dans cette démarche d'examen génétique. Donc maintenant, on va parler des avantages et des inconvénients de la spécialité. Donc vous avez tous déjà un petit peu abordé la question. Donc ce qui revenait plutôt dans les avantages, c'était le fait que ce soit une spécialité très transversale. Donc comme vous avez pu le voir, on peut faire de la cardiologie, de l'oncologie. Vraiment, il y a autant de surspécialités en génétique qu'il y a de spécialités d'organes. Après, la plupart des généticiens ne se spécialisent pas non plus dans une seule pathologie, un seul organe, mais quelques surspécialités. La qualité de vie. Il n'y a pas de garde ou d'astreinte en génétique. Après, pendant l'internat, on peut être amené à faire des gardes ou des astreintes aux urgences selon la ville ou alors en pédiatrie si on fait un stage libre en pédiatrie ou en oncologie. Mais c'est vraiment un très gros... Enfin, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est un point très important. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir sur ce point. Je vois que tout le monde hoche la tête. Perso, d'être passé de 4 à 5 gardes par mois à plus rien, c'est juste trop bien. Ah, c'est vrai que c'est un des critères que j'avais pris en critère secondaire pour choisir la spécialité et je me suis rendu compte après que franchement c'est bonheur. Faut voir aussi qu'à long terme, il y a l'internat, il y a la question de l'internat, il y a aussi la question de à vie, on n'a pas de garde, on n'a pas d'astreinte, donc ça veut clairement pas dire qu'on n'a pas de travail, on a largement ce qu'il faut, mais ça rajoute une souplesse d'organisation et même sur le plan personnel en plus, qui est hautement appréciable. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'urgence, enfin l'urgence en génétique, elle est, on va dire, relative. C'est des choses qui peuvent attendre le lendemain. Donc, si un jour on a besoin de partir plus tôt, c'est possible. Après, c'est vrai que des fois, il y a des situations où il faut quand même travailler rapidement pour donner des réponses rapides en néonat, pendant les grossesses, mais c'est rare d'avoir besoin d'aller se déplacer dans l'heure. Donc, c'est aussi un confort d'avoir le temps de se poser pour réfléchir avant d'aller voir le patient. Oui, et justement, le fait qu'il n'y ait pas de garde et d'astreinte, je l'ai aussi mis au milieu entre les deux parce que, notamment durant l'internat, sur le côté financier, ça peut être, on a donc le salaire de base de tous les internes, mais on n'a pas ce plus que peuvent amener les gardes et les astreintes, donc ça peut être un mauvais aspect entre guillemets. Mais bon, avec la qualité que ça nous donne, je pense que le choix est vite fait quand même. La facilité pour faire des interchus, donc vous avez tous réalisé des interchus. Je suis actuellement en interchu à Montpellier, donc en génétique, c'est vraiment bien vu. On est vraiment encouragé à réaliser des interchus. Dans la plupart des villes, sauf certaines grandes villes, il y a un seul service de génétique clinique. Donc, pour aller voir autre chose, pour aller dans des centres de référence, c'est vraiment quelque chose qui est encouragé et facilité en génétique. On a des cours nationaux gratuits. Donc, le logement et le transport ne sont pas gratuits, mais les cours sont donnés par des professeurs de toute la France, des généticiens, des biologistes. On a même des cours réalisés par certaines personnes dans des associations de patients, des institutions, des cours d'éthique.
Donc, je trouve que ces cours sont très formateurs. C'est vraiment une richesse de la spécialité d'avoir ces cours nationaux et ça nous permet également de rencontrer nos co-internes. Donc, on est des petites promos, mais on se connaît un peu tous. Donc, c'est aussi un bon point. C'est une spécialité qui est en évolution constante. Je parlais récemment avec mon CCA qui m'a dit qu'à son époque, quand il a commencé l'internat, il n'y avait pas le génome, du moins en pratique clinique de tous les jours. Alors que maintenant, le génome, on a tous eu l'occasion de prescrire, sous la supervision d'un chef, mais de prescrire un génome ou d'interpréter un génome. Et je pense qu'on n'est pas vraiment sur la fin des évolutions en génétique. Et il y a une très grande diversité des modes d'exercice. Rien que sur les 4 personnes présentes ici, vous avez pu voir qu'ils ont tous une journée type extrêmement différente. C'est vraiment un exercice qu'on peut moduler selon ce qu'on apprécie et des spécificités des différents centres. Alors, maintenant, je ne sais pas si vous avez des avantages que vous souhaitez ajouter. Moi, j'allais ajouter que une des raisons principales pour laquelle j'ai choisi la génétique, c'est parce que très tôt, pendant l'internat, on est dans la cour des grands, déjà, engagé dans les congrès, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà été évoqué. Aussi que c'est vraiment une communauté, donc ça crée quand même quelque chose de particulier. On a quand même gardé ce truc tous ensemble, je veux dire, et c'est aussi énormément soudé par le fait que justement on a des cours en commun. Donc voilà, c'est vrai que je pense que Bertrand, on ne se serait pas forcément croisé sinon. Voilà, Toulouse-Nancy, on a quand même un petit peu de chemin. Et le dernier truc, c'est vraiment que moi, ce qui m'intéressait le plus dans la spécialité, c'est la recherche. Et on peut vraiment voir, on est obligé très rapidement de faire la recherche, soit très fondamentale, soit clinique. Pourquoi? Parce qu'on a assez rapidement soit des pathologies rares et donc des malades qui sont très vite, qui sont intéressants à rajouter dans des cohortes, soit des pathologies moins rares comme Léa. Et en fait, avoir plus de patients qui ont des cancers, ça permet aussi de mieux déterminer certains profils, des profils de risque, des profils de traitement, etc. Et donc très vite, on est engagé dans cette idée de recherche. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'hyper chouette. Et l'autre cas, alors je ne sais pas si c'est valable dans tous les services, mais moi, quelque chose que j'apprécie énormément, c'est que en clinique, c'est qu'il n'y a pas de salle. C'est-à-dire que c'est des patients qu'on voit majoritairement en consultation. Je crois qu'il y a des services qui ont des HDJ. Mais moi, j'ai toujours haï, pendant mon internat, ce truc de salle où tu vas voir des inconnus, leur dire bonjour, leur dire au revoir, et en enfiler 4, 5, 6, 10 par jour. Et je ne pourrais pas expliquer pourquoi, mais c'est vraiment pas quelque chose qui... Je suis vraiment pas à l'aise avec ça. À ton avis, en consultation, il y a quelque chose de très différent. Donc voilà, c'est aussi un des points qui peut être éventuellement à rajouter. Oui, moi si je pouvais compléter aussi par rapport à ce que tu disais, Océane, l'évolution de la génétique avec les plus anciens généticiens comme Jean-Marie, Valentin, ton CCA probablement, et moi, ça fait pas très longtemps qu'on a commencé la génétique, c'était il y a 6-7 ans maintenant, mais rien qu'en 6-7 ans, on voit une énorme évolution avec, eh bien, quand on a commencé, des panels qui étaient un peu balbutiants, pas forcément accessibles dans toutes les villes et avec vraiment des difficultés d'accès. Et maintenant, effectivement, le génome qui est très facilement accessible. Et quand j'ai commencé à aller en congrès en première ou deuxième année d'internat, on parlait de diagnostic. C'était vraiment la révolution diagnostique qui était faite par le NGS et ces nouvelles technologies de séquençage. Et maintenant, en fait, de plus en plus, on parle de thérapeutique, de traitement, de prise en charge. Et donc, en fait, il y a vraiment beaucoup d'améliorations et beaucoup d'évolutions qui sont faites en très peu de temps et c'est très enthousiasmant. Donc ça, c'était un premier point que je trouve intéressant de ne pas savoir à quoi ressemble le Ramaspé dans 30 ans, 40 ans, quand je terminerai ma carrière, et d'écouter aussi des généticiens, eux, qui partent bientôt à la retraite et qui racontent que la découverte de tel ou tel gène qui nous paraît le gène que tout le monde connaît, en fait, c'est hyper récent. Donc, ouais, c'est
c'est très intéressant. Et un autre aspect, c'est effectivement, Océane, tu le disais tout à l'heure, on est des petites promos. Jean-Marie l'a souligné, on est de la même promo et donc on s'est vu en cours et donc on commence à connaître des gens dans toutes les villes et en fait, c'est pareil pour les chefs, c'est-à-dire que tout le monde se connaît un petit peu et donc ça facilite aussi pour faire des interchus, c'est-à-dire que si tu veux aller faire un interchu quelque part, et ben ton chef il dit ah ben attends moi je le connais, je lui envoie un mail, ça facilite quand même pas mal les choses et ça facilite les échanges parce que bah par exemple on peut recevoir des prélèvements de toute la France dans le laboratoire ou envoyer des prélèvements ailleurs ou il y a beaucoup d'échanges qui se font, des collaborations qui se font pour rassembler des patients. Et donc ça, ce tissu entre les différents centres, il existe vraiment, il est très fort, particulièrement en génétique médicale. Merci beaucoup. Et justement, pour rebondir sur la question de la thérapeutique en génétique, on a 2 questions. Donc la première à laquelle je ne saurais pas trop répondre, mais donc les thérapies cellulaires relèvent-elles aussi de la compétence du généticien? Question portant aussi bien sur la partie clinique que recherche. Alors à ma connaissance, dans les centres où je suis allée, non, c'est pas nous qui faisons, qui nous occupons des thérapies cellulaires. Au niveau de la thérapeutique, donc c'est, au niveau de la recherche, on peut être amené à, dans le cadre de la recherche, à proposer certaines thérapeutiques à nos patients. On peut surtout aussi avec les anesthésistes, ils peuvent nous demander de réaliser certains tests génétiques chez des personnes pour voir, par exemple, dans l'hyperthermie aux anesthésiques, l'hyperthermie maligne aux anesthésiques, voir s'il n'y a pas des résistances ou des effets notoires selon certains médicaments. Mais pour les CSH, je ne sais pas si quelqu'un a une réponse plus précise. Pour tout ce qui est greffe de cellules souches hématopoïétiques ou carticelles, ça va être les hématologues. Mais par contre, après, pour rebondir sur ce que tu dis, pour toutes les thérapies des maladies rares, par contre, on peut être impliqué. Moi, j'ai été impliquée dans le suivi des achondroplases avec les injections des nouvelles thérapeutiques. Donc, je pense qu'on a quand même une place qu'il ne faut pas qu'on rate pour tout ce qui est nouvelles thérapeutiques géniques, du coup, pas forcément thérapie cellulaire. Mais pour les nouvelles qui arrivent, en pédiatrie notamment, on peut être impliqué si on le souhaite. Ouais, je pense que ça dépend des villes, des spécialités et des choses. Je sais que en neurogénétique, par exemple à Bordeaux, j'ai une collègue qui est généticienne de formation et qui prescrit des traitements à certains patients. Alors évidemment, il n'y en a pas pour tous, mais qui prescrit certains traitements à des patients. Donc ça dépend vraiment de l'organisation au niveau de la ville et de la spécialité, enfin et de la sous-spécialité, on va dire. Mais il y a une place à prendre. Merci pour vos réponses. Donc dans les critères qui étaient ni des avantages ni vraiment des inconvénients, il y a le fait également qu'on soit des petites promotions d'internes, donc c'est bien quand on veut tous se connaître, tous se rencontrer lors des congrès ou des semaines de cours, mais parfois ça fait qu'on est le seul interne dans notre ville. Enfin, le seul interne sur un terrain de stage, ça peut arriver assez souvent. Le seul interne dans notre ville, ça arrive également et ça peut être, on peut se sentir un peu à part, mais en tout cas, moi, sur un semestre, mon premier semestre de clinique, j'étais la seule dans le service, mais on a quand même l'occasion de discuter avec les internes de biologie ou d'autres spécialités, donc on arrive quand même à se faire des amis durant l'internat et on devient aussi rapidement très proche des internes de notre promotion au niveau national. Je ne sais pas si vous vouliez rebondir sur cela. Non, je suis d'accord. Je pense que par rapport à notre santé mentale, on n'a pas trop la surcharge de travail par rapport aux autres spé. Mais par contre, je pense qu'il y a des gens qui ont pu sentir un peu seuls parce que au début d'internat, ils étaient le seul dans leur ville et qu'ils ont mis un peu plus de temps. Surtout que les promos qui sont arrivés pendant le Covid, je pense que c'était assez difficile aussi. Moi, après, je pense que quand c'est dans les villes où il y a des internats, c'est vrai qu'on se fait vite des amis si on y habite.
et on ne sent pas forcément ce lien. Après, moi, j'ai triché, j'étais dans une grosse promo avant. Et donc le point qu'il y ait que des consultations, donc qui a été abordé un peu plus tôt, et pas d'hospitalisation, personnellement, je trouve que c'est un avantage. Le fait d'avoir que des consultations, mais pour ceux qui aiment l'hospitalisation, ça peut être un désavantage. Et il y a la recherche qui, je pense, est inévitable en génétique, mais qui peut ne pas convenir à certains. Selon une étude qui avait été réalisée il y a quelques années, 9 internes sur 10 de génétique, donc les promotions 2017 et avant, avaient réalisé un Master 2. Donc, il y a quand même un nombre très grand de personnes en génétique qui décident de se lancer dans la recherche. Après, c'est pas une obligation. Certains font le Master 2 et au final ne font pas spécialement de la recherche ou de l'enseignement par la suite. Mais c'est quand même quelque chose qui est apprécié par une grande majorité de généticiens. Maintenant, on va passer à la partie un peu moins agréable, les inconvénients. Donc, on a parlé plutôt des cours, des congrès, des troisièmes jeudis à Paris. Donc, tout cela a un coût. Les cours sont évidemment gratuits. Cependant, le fait d'aller donc à Paris, à Nantes et plus récemment à Lyon, ça engendre certains frais donc de transport et de logement. Je sais que certaines villes ont parfois essayé de rembourser ces frais aux internes, mais c'est pas quelque chose qui est fixe. N'hésitez pas à vous renseigner sur, selon les villes dont vous êtes intéressé, voir si c'est quelque chose qui est fait dans ces villes-là. Mais ça peut engendrer des frais. Après, pour les congrès, par exemple, si vous avez des présentations, les frais peuvent être... l'inscription, par exemple, peut être faite par le service ou alors le logement et les transports peuvent être remboursés par la suite. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'argent. Il y a aussi les livres, les DU qu'on fait pour la plupart, qui coûtent une certaine somme d'argent. Donc vu qu'on n'a pas les gardes, c'est plutôt un inconvénient. Je ne sais pas si d'autres ont peut-être des astuces pour faire des DU et des congrès sans dépenser trop d'argent. Ben, moi, j'ajouterais vraiment ce conseil. Enfin, j'insisterai sur le fait qu'il faut vraiment se renseigner auprès des, entre guillemets, des anciens, mais aussi aller se renseigner par soi-même, parce que moi, je me suis rendu compte que dans mon université, ils prenaient en charge jusqu'à 200 € à l'hôpital, et je m'en suis rendu compte au dernier semestre de mon internat. Donc, il faut écouter les anciens, mais pas. Voilà. Moi, à l'époque, on m'avait dit non, rien n'est pris en charge, et en fait, je m'en suis rendu compte au dernier semestre, en cherchant par moi-même, que c'était le cas. Donc, il faut aussi demander à d'autres internes de spécialité, par exemple. Voilà. Après, les anciens n'ont pas toujours tort. Hein. Bon, voilà, voilà. Mais c'est sûr qu'il y a clairement un budget. On a un dossier commun, on met tous les cours des DU qu'on a fait. Donc, comme ça, s'il y en a un qui fait le DU, il y a tout le monde qui a accès aux cours. Donc, c'est déjà pas mal. Ça ne nous donne pas le diplôme, mais c'est accessible. C'est après pour les congrès, on a de plus en plus depuis le Covid qui sont en format hybride avec une version en visioconférence qui peut permettre d'accéder aux conférences. Par exemple, ça peut permettre d'y accéder gratuitement parce qu'on peut se filer les liens et les partager, les regarder à plusieurs. Donc, ça peut permettre d'accéder au contenu gratuitement. Après, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup aller en congrès. Ça permet de rencontrer des généticiens français, mais aussi, moi, j'ai fait 3 fois, enfin, je suis allé 3 fois à des congrès, au congrès européen de génétique. Donc, ça permet de découvrir la ville, de rencontrer des généticiens de partout en Europe. Et puis, c'est des conférences qui sont très intéressantes. Donc, je préfère pas calculer le coût de ma formation parce qu'il est très élevé, mais avec le recul, j'aurais préféré qu'il y ait plus de choses qui soient prises en charge, mais je l'ai fait avec plaisir et ça m'a fait savourer aussi chaque bière que je buvais à Milan, Vienne ou Glasgow. Petite astuce quand même qui m'a pas mal aidé, c'est s'inscrire pour participer au prix du poster de la SIGF. Ça Oui. rembourse une petite partie des frais. C'est vrai.
Donc dans les inconvénients, il y a également le fait que c'est une spécialité qui s'exerce majoritairement au CHU actuellement. Du moins au niveau du côté de la clinique, il n'y a pas actuellement en France de clinique privée de génétique. Donc c'est quelque chose auquel il faut penser si jamais vous vous engagez dans la spécialité. Pour les laboratoires, par contre, si vous avez les agréments, vous pouvez être embauché dans des laboratoires privés pour faire de l'interprétation d'examens génétiques. Alors moi, j'ai découvert qu'à Paris que tu pouvais être secteur 2 généticien dans ton petit cabinet. Hein, donc, je pense que ça va se développer. Et il y a aussi, par exemple, je sais que Montpellier, ils ont un partenariat avec une clinique qui fait des grossesses et les enfants. Donc, je pense qu'il y a aussi, ça va se développer rapidement, je pense, le privé. Je pense on attend surtout les remboursements et que dès que ça va arriver, je pense que ça va se développer. Ouais, je suis assez d'accord. En plus, les remboursements, ils sont en train de sortir là tranquillement. Ils sont un peu décorrélés avec les technologies, mais je suis d'accord que déjà, ça se développe dans les CLCC, donc c'est quand même un peu particulier. C'est quand même, c'est public, enfin c'est privé du coup, mais c'est quand même. Donc je pense qu'en effet, je serais vraiment surpris si d'ici 20 ans, il n'y ait pas des structures privées de génétique. Alors moi, c'est rigolo parce que j'avais mis ça dans mes critères de choix d'avoir un exercice hospitalier ou voir CHU, donc ça m'allait bien. Après, c'est vrai que ce qui va bien aussi avec la spécialité, c'est que c'est un travail d'équipe, la génétique, et donc forcément, ça se fait dans des plus grosses structures. C'est plus difficile de faire ce travail tout seul en cabinet, je pense. Enfin, c'est bien de pouvoir discuter facilement des cas avec les collègues. Et donc, ouais, après, public ou privé, c'est d'autres choses, mais c'est une spécialité qui est riche en discussion et c'est bien de ne pas la faire dans son coin aussi. Alors, effectivement, ce sont des très bons points, donc c'est pas forcément un inconvénient pour tout le monde. Donc on a peu de visibilité, que ce soit chez les étudiants, chez les internes et aussi chez nos confrères d'autres spécialités qui parfois adressent leurs patients sans vraiment savoir ce qu'on fait. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un patient qui vient en pensant qu'il allait juste avoir une prise de sang. Donc il arrive et il dit quand est-ce qu'on me pique? Mais non, on réalise une consultation, on propose pas toujours des examens génétiques. Il y a quand même, on peut prescrire des traitements, on peut prescrire des examens complémentaires. Et parfois, vous pouvez être face à des gens, des collègues qui savent pas exactement ce que vous faites. Et les thérapeutiques, donc on en a parlé tout à l'heure, on va pas revenir dessus. Bon, actuellement, il y en a peu, mais ça tend quand même à se développer. Donc un petit point sur la thèse et le mémoire. Si la génétique, donc la thèse, comme la plupart des spécialités, doit être réalisée pendant la phase d'approfondissement et avant le docteur junior, donc on a 2 ou 3 ans si on fait une FST ou pas. C'est souvent des thèses, du moins du côté clinique, je sais que c'est souvent sur des cohortes, sur une pathologie en particulier. Après, du côté laboratoire, de ce que j'ai pu voir, ça peut être sur un type d'interprétation, sur une comparaison exome-génome ou ce genre de choses. Mais une question pour les plus vieux, entre guillemets. Est-ce que vous avez des conseils pour la réalisation de la thèse et le mémoire? Moi, j'ai pas fait une thèse très standard parce que j'ai fait un flyer à la destination des patients. Donc, ça a changé un petit peu du classique. Pour les conseils, prenez-vous-y au moins 1 an en avance parce que Et après le mémoire, moi, j'ai trouvé ça très dur de devoir s'y remettre après la thèse. Donc, j'étais un peu dans le déni jusqu'à la partie finale. Donc, faites pas comme moi. Je pense qu'il faut essayer de s'y prendre le plus tôt possible et de la finir le plus tôt possible. J'ai à peu près réussi à faire ça et c'est énorme. On vieillit vite pendant l'internat et en fait, on a aussi de plus en plus de choses à faire. C'est toujours embêtant pour soi et pour les chefs si on n'a pas de sujet un an avant la soutenance.
Et à l'inverse, moi j'ai soutenu ma thèse assez rapidement, et mon mémoire de DS aussi, et ça fait une liberté dingue. C'est un des rares trucs sur lequel on ne vous ment pas. On a un sentiment de libération, moi je le trouve énorme quand on a fini de soutenir la thèse et la mémoire, même si on a profité du sujet. Hein. Mais ouais, faut pas hésiter à se prendre tôt. Donc ça, c'est simple. D'accord. Donc, Alicia, tu avais aussi fait le choix de faire la FST, donc tout à la fin, après la thèse. C'est pour la même raison, puisque c'est un peu un poids pour la suite. Oui, bah alors moi, c'est un peu particulier. C'est juste que je rejoins mes collègues sur le fait qu'il faut s'y prendre tôt. Malheureusement, pour moi, ça n'a pas été possible parce que du coup, j'ai eu la bonne idée de faire mon Master 2 en même temps que l'internat. Donc, à cheval sur ma phase socle et ma première année de phase d'approfondissement. Donc, je ne pouvais pas tellement coller la thèse en même temps que tout ça. Donc, du coup, je m'y suis pris un peu tard pour le coup. Et donc, ouais, ça a été un peu le rush final. Heureusement, du coup, comme j'avais la FST, ça m'a fait un petit sursis. Et donc, j'ai pas eu à la passer en novembre avant de rentrer en FST. Donc, je l'ai passée en février sur le début de ma FST. Donc, j'ai eu un petit délai rallongé pour ça. Mais effectivement, il faut s'y prendre un peu à l'avance si c'est possible. Ça ôte pas mal de stress sur le rush final qui de toute façon survient. Mais je pense qu'on est plus serein si on le fait tôt. Et ça permet d'anticiper pas mal de choses aussi et de réfléchir à tout ce qu'on voudrait caler en plus, des DU, des FST, des Master 2. Donc je pense que je rejoins Jean-Marie effectivement sur le fait que c'est un gros soulagement quand on l'a passé et que c'est un truc qui est enlevé de notre tête. Sinon, on a beau planifier des trucs, ça reste dans un coin de la tête et dire ah oui, mais il y a la thèse, il y a la thèse. Donc faites-le le plus tôt possible, comme ça vous êtes débarrassés. Et en génétique, il y a quand même pas mal de sujets à faire et je trouve les exigences sont pas. Enfin, il y a tellement de possibilités de sujets que c'est pas très difficile de trouver un sujet et de le faire vite. Merci. Donc, on va passer au dernier point. Donc, voici les cartes des ouvertures de postes. Cette année est un peu spéciale parce qu'il y a les postes pour la promotion de ceux qui ont passé les EDN. Donc, il y a 21 postes cette année. Et il y a également pour ceux qui ont passé les derniers ECN, donc les redoublants de la promotion 2023, où tous les postes qui étaient disponibles l'an dernier sont à nouveau ouverts, donc sur la carte avec les points verts. Et on a une question en rapport. Donc, pour avoir des réponses spécifiques aux villes, l'idéal, c'est d'aller sur notre site et d'envoyer un message aux référents. Ils seront les mieux placés pour répondre aux spécificités de chaque ville. Après, je pense que c'est bien de dire que c'est possible de faire tout dans toutes les villes et éventuellement, s'il y a besoin d'aller chercher une expertise ailleurs ponctuellement, bah, ça peut être l'occasion de faire un interchu. On a beaucoup été faire des interchus pour ça et donc c'est vrai que finalement, c'est bien de choisir une ville dans laquelle qui correspond, où l'ambiance correspond, où les sujets correspondent à ce qu'on attend, mais c'est pas forcément une fin en soi. On peut trouver ailleurs, quoi. Il y a pas, faut pas forcément que ce soit le critère principal, la thématique de recherche ou la thématique parce que de toute manière, dans toutes les villes, il y a toutes les thématiques qui sont abordées, tous les patients sont vus partout en France. Merci Bertrand. Alors pour nous contacter, n'hésitez pas à aller sur notre site. Donc vous aurez la possibilité de contacter tous les référents de chaque ville, d'avoir des informations et plus de détails sur la formation, les DU, les masters vraiment orientés génétique. On a une dernière question. Avez-vous eu des difficultés à trouver un poste en fin d'internat? Alors moi, je n'ai pas encore la réponse, je cherche pas. Bah, moi, je peux répondre peut-être. Bon, je suis désolé si je parle beaucoup, mais clairement, on a beaucoup plus de demandes que de candidats, très largement. De façon globale, si on regarde sur même le site de la SIGF, il y a toujours
4, 5, 6 postes vacants. Il y en a un à Nancy d'ailleurs, c'est une super ville si vous voulez. Et après, la seule difficulté qu'il peut y avoir, c'est si vous voulez quelque chose de très spécifique, je pense. Par exemple, là, vous avez la chance, le poste de Nancy il est disponible. Mais si vous cherchez quelque chose de spécifique ou une surspécialité spécifique, labo, clinique, etc., voilà, tous les postes ne sont pas toujours là. Et je crois que l'absolue totalité des internes ont trouvé des postes juste après leur internat, à part des exceptions hyper exceptionnelles, mais dans un contexte très particulier. Voilà, je crois qu'il y avait une exception qu'on a citée. Mais non, vraiment, il y a là-dessus, il y a du travail. Moi, c'est un peu une de mes peurs que j'avais aussi en changeant de spé, en passant de l'onco à la génétique. Et franchement, j'ai envoyé 3-4 mails et j'ai eu 5-6 réponses, donc pas de souci. C'est juste que je suis d'accord. Je pense que si vous voulez une ville en particulier, il faut peut-être un peu réserver sa place, entre guillemets. Mais après, c'est vrai que ça évolue, puisqu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui parte à la retraite pour que le poste ouvre. Et après, moi, j'avais aussi mis un peu ce que moi, j'aurais souhaité pour mon poste parfait. Et puis, il y en a qui me répondaient, genre, nous, on a un poste, mais ça ne sera pas exactement ça. Ou nous, pour cette ville-là, ben, votre profil nous intéresse vachement, on voudrait faire ça, ça, ça comme projet. Donc, je trouve qu'on a plutôt le choix. Après, il faut peut-être être un peu mobile. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux, à nous envoyer un mail si vous avez des questions spécifiques. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à prendre contact avec un service de génétique. Vraiment, vu que c'est une spécialité peu connue où on ne passe pas forcément durant l'externat, si vous contactez les services, ils sont tous très heureux de vous accueillir quelques jours pour vous présenter la spécialité. Et on tient à remercier particulièrement les intervenants à ce webinaire qui recevront 1 an d'adhésion gratuit à la SIGF. Et on remercie aussi le syndicat des internes des hôpitaux parisiens pour nous avoir prêté l'accès à la plateforme StreamYard pour ce webinaire. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir.